Et c'est donc le grand dossier du mondial du bâtiment. Comme je vous le disais, tous les mois, nous organiserons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. La question aujourd'hui, en quoi la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable? Pour en parler, et je parlais de vous il y a un instant, Emmanuelle Cos, bonjour. Bonjour. Bonjour, présidente de l'USH. Merci d'être avec nous. Je parlais notamment de la signature que vous avez eue récemment avec Madame la ministre Emmanuelle Wargon, justement pour relancer la construction dans les logements sociaux. Vous êtes là pour représenter, on va dire, ce secteur. Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Président de la FFB. Et puis à vos côtés, Jean-Paul Loin, bonjour. Délégué général d'Uniclimat. Donc avec vous, on va parler de ce sujet. Puis on n'oublie pas tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous êtes très nombreux ce matin pour cette première des rendez-vous du Mondial du bâtiment. Donc n'hésitez pas dans l'onglet questions-réponses à poser vos questions. On va faire en sorte d'en prendre autant qu'on peut, même si le temps est imparti, comme on dit. Allez, on y va sur cette question de la RE 2020. On avait donc il y a un instant en plateau Emmanuelle Wargon avec nous. Donc ce texte qui s'appliquera au permis de construire des logements neufs à compter du 1er janvier 2022. Avant de rentrer dans le cœur du débat, j'ai envie de vous faire réagir peut-être les uns et les autres à ce qu'on a entendu. Madame la ministre a parlé beaucoup de concertation, que tout n'était pas encore fermé. Vous allez encore discuter, Olivier Saleron? Oui, oui, bien sûr. Oui, concertation, dialogue, échange, évidemment. Tout ce qu'on n'a pas eu avant l'annonce de la RE 2020 fin novembre, exactement. Vous allez dire ça s'est fait un petit peu à l'envers, cette histoire-là? Ça s'est fait tout à fait à l'envers. On pourra en reparler, mais exactement, oui. On veut être vraiment autour de la table pour échanger et surtout donner notre avis de professionnel. On passera un petit peu en revue aussi vos interrogations. Jean-Paul Loin aussi sur une réaction aussi à cette RE 2020. À la RE sur la concertation. La concertation a été assez curieuse. On était parti sur un premier projet qui s'appelait Plus c'est moins, où ça concertait beaucoup. Et puis brutalement, ça s'est arrêté. On n'a plus vu personne, mais plus vu personne. Et puis, hop, c'est revenu brutalement avec des nouveautés, avec beaucoup de nouveautés. Alors, ça a été un peu curieux. Donc maintenant, on se rattrape. Et puis, j'espère que la concertation va continuer sur ce qui n'est pas fini. Et en l'occurrence, on parle beaucoup de logement, je parlerai un peu plus de tertiaire et pour l'instant, on n'a rien sur le tertiaire et ça, c'est un vrai problème. Voilà, vous mettrez en avant les différents points. Alors, Emmanuelle Cos, je pense que quand on parle de plus, c'est moins, j'allais dire ça vous parle largement. Évidemment, puisque c'est moi qui ai lancé cette Madame la ministre, je peux dire aussi, évidemment. Bien sûr, mais bon, moi, en 2016, on voulait justement anticiper la RE 2020 quand j'étais ministre et moi, je voulais qu'on ait un travail. Ça n'avait pas été si simple que ça. On avait des négociations à l'époque avec la FFB, notamment pour que tout le monde accepte d'aller là-dedans. Mais l'idée, c'était on concerte, on essaie et surtout, on essaie d'avoir de la donnée pour savoir, en fait, est-ce que c'est possible, c'est quoi les surcoûts, etc. Donc, on fait ça à partir de 2016. Je me rappelle déjà que certains avaient attaqué E+C moi en 2017 et j'avais dit ce que j'en pensais, que c'était complètement idiot de taper des process de concertation. Ça avance, ça avance, ça avance. Et puis, comme tout le monde, en juillet dernier, en fait, il y a eu un arrêt total. Pas de partage de données. C'est pour ça, en fait, qu'avec notamment Olivier Saleron, je pense qu'on est sur la même ligne depuis le début. Il y a évidemment les objectifs, mais il y a comment est-ce qu'on arrive ensemble à faire une réglementation? Parce que c'était mon objectif quand j'étais ministre, c'est mon objectif aujourd'hui en tant que présidente de l'USH. La réglementation, elle doit être utile. Enfin, si c'est une réglementation mauvaise qui bloque tout, ça n'a au fait aucun intérêt. On se fait juste plaisir. Et c'est vrai que là, en novembre, on nous a annoncé des choses. Et parce que nous avons collectivement, maître d'ouvrage, dit très clairement qu'on n'accepterait pas une concertation une réglementation sans concertation, il y a une discussion. Mais je ne vous cache pas que le dialogue n'est pas facile. Et je ne comprends pas, en fait. Enfin, je vous dis ça parce que j'ai encore vu hier soir qu'on avait des discussions, mais pour que moi et Olivier Saleron, on soit obligés de monter au créneau pour avoir une réunion, genre, en fait, quand même, on a des choses un peu plus importantes à discuter aujourd'hui que de se battre pour savoir si on peut être réunis autour d'une table pour discuter de critères très particuliers. Et en plus, à la fin, moi, ma question, c'est, en tout cas en tant que bailleur social, est-ce que je suis capable de construire des logements bas carbone selon cette réglementation pour faire des logements qui seront à 5 € du mètre carré en termes de loyer? Voilà, c'est la question. Dans E+C-, j'avais la réponse. Dans la RE 2020 aujourd'hui, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas de question sur la Je n'ai question pas du la coût, réponse du coût et de ma ouais. capacité à faire. Alors, on va y revenir évidemment en détail dans un instant, mais il y avait quand même un point que vous trouviez important dans cette négociation, c'est la notion de clause de revoyure dont tu as reparlé il y a un instant. Je me posais une question. Oui, bien sûr. J'ai Ouais. suivi l'interview ou le débat avec la ministre du Logement et vraiment son discours, évidemment, a fortement évolué. Je veux dire, dès quelques jours après, dès les premières contestation, il faut le dire, parce que comme on a été mis devant le fait accompli, il est clair qu'il fallait changer de braquet et justement rentrer dans cette discussion.
Tout de suite, on a frappé un petit peu fort avec l'ensemble, Emmanuel l'a dit, tous ensemble, hein, parce que dans le monde de la construction, quand on est tous ensemble, eh bien, ça frappe fort. Et puis, de suite, et il faut lui en rendre hommage, à chaque fois je le dis, Emmanuel Vargon s'est mis autour de la table avec nous, souvent en présentiel, souvent en visio, et c'est là qu'on a pu évoluer pour arriver aujourd'hui à cette fameuse clause de revoyure qui était inatteignable le 30 novembre dernier. Hein, c'était ça et pas autre chose, par sa collègue de la ministre de l'écologie. Aujourd'hui, on a fortement avancé. On n'y est toujours pas, mais en tout cas, on a fortement avancé. De toute façon, vous allez continuer. Hein. Vous avez créé des task force, c'est ça, comme on dit bien en français. Alors oui, ça, chez nous dans le bâtiment, et on est innovant aussi. Hein, on parle un peu, voilà. Hein, on a des termes modernes et très innovants. Dès le lendemain, task force. Voilà, avec un communiqué de presse, avec vraiment, voilà, on demandait le report de cette RE 2020 de l'application de 6 mois. À l'époque, ça a fait un peu hurler tout le monde, et finalement, aujourd'hui, c'est un minimum. Et donc, on a créé une task force, justement, entre commissions internes à la FFB, et on a reçu et auditionné l'ensemble du monde de la construction. Vous parlez des industriels tout à l'heure, hein, qui se chamaillent un peu, mais finalement, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Justement, si on arrive à être tous groupés, bien groupés, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, industriels et donc professionnels du bâtiment et des TP, parce que les TP sont aussi un peu concernés, là-dessus, on va y arriver, moi j'en suis certain. Voilà. Alors, sur les points qui bloquent encore, on va dire, vous avez commencé à en parler, Jean-Paul Loin, peut-être des différents points. Je crois que vous parlez de 3 points chauds et pas réglés. Oui, il y a 3 points qui ne sont pas réglés. Bon, le tertiaire, pour l'instant, on n'a rien, mais il paraît que ça va démarrer. Donc, je pars du principe que c'est déjà réglé. Et puis, vous avez peut-être discuté en coulisses avec Emmanuel Vargon. On en a discuté en coulisses et donc, on va discuter, donc ça va se régler. Je suis optimiste, par principe. Il y a un point qui n'est pas bien réglé à notre sens, mais c'est un grand classique, c'est la question du confort d'été. Elle n'avait pas du tout été appréhendée dans la RT 2012, puisqu'on était resté calé sur les chiffres de la RT 2005. Donc, bon, voilà, donc on s'était dit peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Il y a eu ça n'avait pas bougé. Là, il y a eu des aménagements qui ont été proposés par la ministre. Effectivement, ça a été fait. Mais à notre sens, ça n'est pas encore suffisant pour traiter correctement le confort d'été, notamment aux zones sud de la France, parce que là, bien évidemment, ça pose problème. Et puis, on a un troisième problème mais qui est très fabricant du génie climatique. Pour le coup, là, je prends le sujet pour ma chapelle directement. Oui, c'est vrai que vous êtes chauffagiste, je m'excuse. Mais c'est la question de l'hybridation des systèmes. On a poussé énormément pour avoir des solutions hybrides. On ne les aura pas. On ne les aura pas, ni dans les maisons individuelles, ni dans le collectif. Pourquoi on ne les aura pas? Parce que les chiffres proposés, les seuils proposés ne permettent pas les installations d'équipements ou de systèmes hybrides. Et alors, on nous dit, vous allez développer des super produits qui vont bientôt tenir dedans. C'est bien de nous faire confiance. Je suis sûr qu'on va arriver à faire des choses, mais pas tout de suite, ça c'est sûr. Et d'autre part, on note quand même que cette réglementation en l'état aboutit à supprimer 2 systèmes de traitement de l'eau chaude sanitaire. Et Dieu sait que l'eau chaude sanitaire, c'est quelque chose d'important dans le résidentiel. 2 systèmes d'eau chaude sanitaire qui étaient classés chaleur renouvelable, à savoir le solaire thermique et les chauffe-eau thermodynamiques de grande taille ou individuels. Eh bien là, soyons clairs, le solaire thermique qui allait déjà pas bien, là c'est fini. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, c'est fini, c'est impossible. Et le chauffe-eau thermodynamique va considérablement souffrir. Voilà. Donc ça, c'est assez curieux. Alors, évidemment, ce sont des systèmes qui ne traitent que l'eau chaude sanitaire. Ils ne traitent pas le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors, on avait un système qui était partiel. On aurait pu imaginer d'avoir le chauffage fait au gaz. Dans des bâtiments super isolés, les consommations sont très faibles. Ça aurait été... Et rajouter l'eau chaude sanitaire traitée par la chaleur renouvelable, et ben ça ne passera pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va aller vers du tout électrique? Alors, passe très bien, mais là, ça réjouit d'autres fabricants d'Uniclimat, passe très bien l'excellente solution de la pompe à chaleur Aéro. Vous êtes un peu schizophrène dans absolument, mais ça se soigne, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et la pompe à chaleur Aéro, qui est un excellent produit, j'insiste là-dessus, va pouvoir passer dans beaucoup de solutions. Donc ça, c'est excellent. Mais l'hybridation qui permettait, je pense, de passer en sifflet depuis le carbone à la décarbonation, eh bien, on ne l'aura pas. Voilà. En l'état, c'est plié. Voilà. Emmanuel Cos, pour commenter aussi sur les points encore de discussion. En fait, c'est terrible de vous écouter parce qu'en fait, vous continuez de me convaincre qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, je suis bailleur social. C'est-à-dire que là, actuellement, je travaille des permis de construire là,
pour faire les années qui viennent. Et en fait, on n'a pas les solutions qui nous conviennent pour 2025. Moi, quand je fais un logement, c'est pour 100 ans. Hein. Je le gère pendant 100 ans. Les 600 bailleurs, ils vont les gérer pendant 100 ans. Et on est en train de nous raconter qu'avec de l'argent public, puisque nous sommes aidés, on doit construire bas carbone avec des solutions sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, qui est le premier sujet de contentieux dans un bâtiment de logement social. Oui, puis la question du chauffage, de la précarité énergétique, c'est pas à vous que je vais poser cette question. Oui, mais c'est même pas la précarité énergétique, parce que ça aussi, j'en ai un peu ras-le-bol. Je veux dire, nous, sur 5 millions de logements, on a seulement 10% de nos logements qui sont encore FSG. Donc, faut quand même un peu... on a des sujets, évidemment, de précarité. En fait, nous, notre problème, c'est que nos locataires sont pauvres. Donc, ils peuvent être très vite précaires énergétiques. Et évidemment qu'il y a des enjeux de consommer... dans ce sens-là que je parlais de précarité énergétique. De consommer le moins possible. Mais m'expliquer que je dois construire une certaine réglementation alors que les industriels m'expliquent qu'ils n'ont pas la solution qui va me convenir par rapport à l'installation territoriale et tout ça, c'est ça le problème. Et c'est un peu ça que j'ai regretté dans cette réglementation environnementale. Elle fait un choix très axé en effet sur une énergie. C'est le choix, il l'assume. Moi, je pense que c'est jamais bon de se mettre dans la main d'une seule énergie, mais je peux comprendre que l'on veuille réduire les émissions carbone, évidemment, du gaz. Mais l'autre sujet, c'est la solution. Et qu'on m'explique que dans 5 ans, on aura peut-être des solutions, mais moi, je ne veux pas des peut-être. Moi, je sors des logements sur lesquels je fais une promesse, en fait, que l'on sait les gérer en maintenance. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des coûts... Parce que quand les charges explosent, nous, on les répercute sur nos locataires. Si on a des mauvaises solutions, ça arrive, on s'est planté, hein, comme beaucoup de gens. On s'est planté par le passé sur certaines solutions. On a dû les reprendre et tout ça. Vous voyez, il y a quand même une responsabilité. Et en fait, moi, ce que je crains, ce n'est pas tant le fait qu'on n'arrive pas à construire. Je crains qu'on construise des mauvaises solutions qui, sur le quotidien, va mettre des ménages en difficulté. Alors, nous, on est bailleurs, on assumera. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on va payer et on va prendre en charge des travaux pour nos locataires. Qu'est-ce qui se passe dans les copropriétés privées qui seront équipées de trucs qui sont peut-être pas adéquats. Et puis, ce qui m'ennuie aussi, c'est cette idée que la réglementation est si raide qu'elle ne permet pas ce passage en étapes. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire du bas carbone, évidemment qu'on doit améliorer la réhabilitation, mais est-ce que vraiment on est à 2 ans près? Est-ce qu'on ne pouvait pas garder des solutions qui permettent de faire des étapes, donc être exigeant tout en ayant les étapes? Et là, en fait, c'est pas le propre de la clause de revoyure quelque part? La clause de revoyure, je pense qu'elle pose surtout une autre question. C'est en fait la vérité des prix, globalement. C'est-à-dire, est-ce que les solutions trouvées, finalement, sont-elles adaptées à la réalité de nos capacités à faire, du marché et des solutions techniques? Mais la clause de revoyure, ça dépend quand on l'activera. On en parlera certainement avec Olivier au fur et à mesure. Mais oui, certainement que ça sera un des moyens de le faire. Mais est-ce que c'est bon finalement de dire on fait une réglementation applicable en 2022-2025 et dans 3 ans on va se dire ah ben non, c'est pas ça, c'est pas bon? Il faut un œil sur justement l'innovation, ce qui va se passer. Comme Emmanuel le dit, il y a des choses sur lesquelles on compte. Alors, est-ce que ça va booster nos industriels et notre recherche à trouver des solutions? Vous l'avez dit, sur l'eau chaude sanitaire, en fait, c'est l'eau chaude. On a besoin de production 4 mois ou 5 mois dans l'année, simplement pour faire de l'eau chaude pour nos concitoyens. Et donc, voilà, et à faible prix. Quand on voit qu'il y a des difficultés avec le solaire thermique, avec le chauffe-eau thermodynamique qui ont été prônés pendant des dizaines d'années, on y est encore. Oui, là, il faut se poser question. La chose dont on a parlé tout de suite, là, à l'instant, c'était aussi tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est immeuble non-logement, en fait. Ça aussi, c'est important, parce qu'une entreprise qui va se spécialiser avec les nouvelles technologies de construction d'énergie à partir dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut qu'elle ne s'arrête pas au niveau technique simplement sur les logements, mais il faut aussi qu'elle envisage tout ce qui est tertiaire et autre que habitation. Donc en fait, nous, dans la mixité, dans tout ce qui est hybridation, on est obligé aussi de se former pour l'ensemble. Aujourd'hui, ça arrive, mais on n'a rien. Donc là, notre chance, elle est peut-être ici aussi, c'est que là, on va participer aussi à la mise en œuvre, on l'espère, de la RE 2020 sur tous ces bâtiments tertiaires, écoles, etc., etc. Oui, ça a l'air de bouger sur le tertiaire, disait. Et la question est plus grave, c'est-à-dire que dans les bâtiments mixtes, là où il y a du logement, et puis, je ne sais pas, des médecins, des cabinets ou des commerces, on fait comment? Parce qu'un commerce, ce n'est pas un logement. Donc, on le construit comment? On le chauffe comment? Est-ce que c'est la même norme ou pas? Vous voyez qu'il a fallu ces 6 mois, je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour pas qu'on se mette d'accord, mais qu'avec nos chiffres, vraiment, là, on puisse se dire, voilà, on y va tous ensemble, et les clauses de revoyure seront faites pour ça aussi, le prix bien sûr, mais pour voir la technologie avançante, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
Alors, je suis extérieure évidemment à tout ça et Madame la ministre Emmanuelle Wargon ne peut pas répondre, mais on se pose des questions entre d'un côté des objectifs de décarbonation clairement affichés et puis on voit que finalement on ne vous propose pas en face les outils nécessaires. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Une ambition très forte, la stratégie bas carbone du pays à 2030-2050. Donc, enfin, on ne peut pas être à côté de ça. Enfin, moi, on est tous d'accord. Je le dis très clairement. Et en plus, moi, j'ai contribué politiquement à imposer ces questions-là. Donc, la question, c'est d'avoir des chemins qui, en fait, en même temps, sont exigeants et emmènent tout le monde. C'est le propre de la politique, en fait. Hein. Excusez-moi, mais c'est bien ça le sujet. Ouais. C'est que si on se plante, par contre, on va avoir un coup près d'autant plus dur. Donc, en fait, il faut trouver ce levier difficile entre l'exigence et la capacité à faire. C'est pour ça que la concertation est si forte. Moi, évidemment, je suis sûre qu'il y a des industriels qui vont trouver des solutions, je suis sûre que des filières vont réfléchir à plein de choses, mais on est tous en mouvement. Le fait qu'on fasse de la préfabrication, le fait qu'on réfléchisse à des modularités, logements, bureaux, activités, maintenant on essaie de faire tout ça, mais on essaie de faire tout en même temps et le problème, c'est qu'en même temps, on est dans un calendrier ultra serré. Je ne vous cache pas non plus que la période, les 1 an de crise sanitaire font aussi que le temps qu'on a passé sur la crise sanitaire, on ne le passe pas, évidemment. Et elle n'est pas terminée. Évidemment, là-dessus. Et puis la dernière chose, je dois le dire aussi, c'est que je veux dire, la construction nouvelle, c'est quand même un sujet parmi tant d'autres. Et moi, c'est vrai qu'il y a aussi des moments où j'aimerais, enfin, parlons de décarbonation, mais on parle de tout. Parlons de tout. On a les enjeux de réhabilitation, on a la question du chauffage. Une des urgences, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on est à fond sur les rénovations lourdes des passoires énergétiques, c'est qu'il faut en effet qu'on sorte de nos vieilles chaudières, de plein de trucs. Mais ça, c'est 10 fois plus efficace aujourd'hui. Hein. Et surtout que le chauffage, c'est vraiment majeur dans les dépenses et dans la consommation. C'est majeur. Donc, si vous voulez... et c'était d'ailleurs un peu le sujet de la discussion avec le gouvernement. Le plan de relance, je vous rappelle quand même, nous a pas beaucoup aidé sur la question du logement, même pas du tout. Et on a gentiment eu à la fin 500 millions d'euros sur la rénovation des logements sociaux. J'espère qu'on va avoir une enveloppe qui va être doublée parce que c'est ça notre sujet. Si on veut décarboner beaucoup plus vite, parce que là on a des retards, et ben accélérons totalement le marché de la réhabilitation. Et puis après sur les logements neufs, et ça j'essaie de le dire et de rajouter peut-être une complexité supplémentaire. C'est que oui, il faut des logements performants, bas carbone et tout ça, mais il faut des logements où on a envie de vivre. Voilà. Que ça soit du logement social ou du logement libre, à n'importe quel prix, qu'il soit à 5 € du mètre carré ou à je ne sais pas combien en location, il faut qu'on ait envie de vivre dedans. Et surtout si on se met à télétravailler dedans en plus. Et surtout si on se met à télétravailler dedans. Et aujourd'hui, alors la ministre en a parlé, elle a lancé un groupe de travail là-dessus sur la question de la qualité et du confort. Mais il y a des gens pour qui ça fait une belle jambe d'avoir des logements performants bas carbone. Ce qu'ils voudraient juste, c'est être bien dedans. Donc la question simplement de la lumière du jour, la lumière naturelle, des courants d'air, de tous ces sujets-là. Donc en fait, le b.a.-ba de la construction, on revient à des sujets assez anciens. C'est de ça aussi dont on doit parler. Et donc il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas être dans des trucs ultra technologiquement modernes et en fait qu'oublie juste simplement le b.a.-ba de la construction et du bâtiment dans son environnement naturel. Jean-Paul Loin, vous voulez réagir? Sur ce point du confort, ça c'est un point extrêmement important. Et alors, comme on a fait des critiques RE 2020, alors il y a au moins un point. Il y a plein de trucs bien. Il y a plein de trucs bien. D'abord, le principe de la décarbonation, personne ne le conteste. Ça, c'est très, très clair. Y compris, et même au niveau européen, les industries de la combustion. Donc, globalement, l'industrie de la chaudière au niveau européen sait qu'il faut qu'elle évolue. Alors, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur le biogaz, on travaille sur plein de sujets comme ça. Et c'est européen et c'est incontesté. Donc, de toute manière, la trajectoire, je pense qu'elle est acceptée par toute l'industrie. Il y a zéro difficulté là-dessus. Dans la RE 2020, c'est la première fois qu'on a vu apparaître le mot ventilation. Ça, c'est un événement considérable. C'est un événement considérable. Et effectivement, comme on va isoler beaucoup les bâtiments, ce qui est une excellente chose, j'insiste là-dessus, je reprends, il faut isoler parce que sinon on gâche. Donc, il ne faut pas gâcher. Eh bien, non, mais c'est bien ça. Hein, donc, mais par contre, une fois qu'on a construit des trucs bien étanches, il faut ventiler. Et une fois qu'on a une installation de ventilation, il faut qu'elle soit le plus performante possible, simple flux, double flux. Alors là, il y a des kyrielles de systèmes. Je m'y perds personnellement, alors que tous les adhérents d'Uniclimat en font. Donc, je m'y perds, mais il y a plein de choses qui existent, c'est très très bien, mais il faut que ce soit correctement installé, il faut que ce soit correctement vérifié, il faut que ce soit correctement maintenu. Et bien tout ça, c'est prévu dans la RE 2020. Alors là, c'est un événement que je salue. Il faut le saluer, il faut saluer les points positifs. C'est très très bien, on va y arriver.
Et on va avoir, compte tenu de bâtiments extrêmement étanches, on va avoir de la qualité de l'air dedans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, comme ça, c'était pour le logement, il va falloir urgemment le faire pour le tertiaire. Parce que là, pour le coup, tout le monde nous dit les contaminations, c'est dans le tertiaire, c'est dans les écoles, c'est ceci pour le Covid. Oui. Ah ben oui, mais il suffit de ventiler. Il faut apporter de l'air neuf, il faut ventiler et il faut filtrer. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura beaucoup moins d'ennuis. Et dans le tertiaire, c'est beaucoup plus facile à faire que dans le résidentiel, et pour cause, parce que dans le tertiaire, il y a un truc qui s'appelle les faux plafonds. Mais là, Monsieur Salon, je vous laisse, Monsieur le Président. Je voulais dire qu'il faut déjà qu'on prépare la prochaine pandémie et qu'on puisse s'aérer. Et surtout avoir des systèmes de ventilation importants. Bien sûr, Olivier Salon. Il y a beaucoup de choses de positives dans cette RE 2020. Bon, moi, je l'aurais appelé RE 2021 ou 2022. Oui, mais c'était prévu en 2019. Voilà, donc il fallait l'annoncer. Et ça c'est quand même le drame. Mais on l'a vu avec l'augmentation technologique, on va y arriver. Et là-dessus, il faut le dire, le bâtiment n'est pas prêt tout de suite. En tout cas, il est prêt à faire des mutations. Mais en tout cas, la RE 2020, telle qu'elle a été annoncée, telle qu'elle est encore aujourd'hui, c'est une question sociale. Il y a encore 300 à 500 000 salariés à reformer, à réorienter. Vous imaginez que les salariés de même 30, 40, 50 ans se dire finalement, tu faisais du béton pendant toute ta vie, mais aujourd'hui, il va falloir construire en bois. C'est ce qu'on leur a dit il y a 4 mois, un stress. En plus vous avez entendu, Madame la ministre a dit qu'il y avait finalement, elle privilégiait la mixité, il n'y avait pas de guerre des matériaux. Mais ça, c'est des termes, on aurait dû les déposer il y a quelques semaines. La mixité, toutes ces choses-là, le dialogue, les échanges. Et donc, très bien. Parce comme quoi, chacun peut évoluer au fur et à mesure des échanges. On voit ce à quoi servent les syndicats d'organisation, quelle qu'elle soit, ou autre organisation, justement, de poser des chiffres réels. C'est ce que j'ai dit, moi, la première des choses. Cette RE 2020, c'est très bien, les objectifs sont fabuleux, mais c'est irréaliste au niveau des délais, au niveau formation, au niveau transformation, puis culturel aussi. Alors justement, il y a un sondage, j'en parlais tout à l'heure avec Madame la ministre, je n'avais pas tous les chiffres sous les yeux, mais des questions ont été posées aux exposants et aux visiteurs du Mondial du bâtiment sur cette RE 2020. Quand on leur demande déjà ce que ça veut dire, ils sont 36% à parler de réglementation environnementale, mais quand même 28% à parler de réglementation énergétique. Donc, ils l'associent évidemment largement au sujet. Bon, quand on dit « pensez-vous avoir assez d'informations », ils sont quand même près de 75% à dire non. Bon, on voit bien que de toute façon, ça se discute encore. Donc, pour avoir des informations, c'est compliqué. Et quand on leur demande si c'est un moteur ou un frein, ils sont 41% quand même à penser que c'est un frein. Et il y en a même 44% qui ne savent pas. Donc, en fait, voilà, ils sont complètement… ce qui prouve bien même que les professionnels, par rapport à cette réglementation, sont encore dans le flou. Bon, vous aussi, apparemment. Oui, aujourd'hui, ça concerne la construction neuve de logements. C'est que 1% du parc. Donc, ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde. Mais ça intéresse très fortement les primo-accédants. Vous savez, les familles modestes, français très, très moyens ou très modestes, qui veulent acheter un logement, un petit pavillon avec un petit bout de jardin. Emmanuel, tout à l'heure, parlait de logements confortables, bien chauffés, etc. Oui, mais il y a aussi le lieu qui compte. Alors là, on ne va pas déborder, parce que j'espère que ce sera notre débat sur l'artificialisation des sols que l'on discute aujourd'hui au Parlement. Mais là-dessus, oui, il y a beaucoup à dire sur ce thème-là. Sur ce thème-là. Alors, évidemment, d'ailleurs, vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, allez-y, on va me les transmettre, il n'y a pas de souci. J'ai bien compris, vous êtes tous d'accord pour dire la décarbonation, il faut y aller, on est d'accord sur le principe. En même temps, on l'a rappelé, à la fois Emmanuel Vargon, moi-même, 25% des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le bâtiment, donc il y a un vrai enjeu. Oui, dans le bâtiment, pas dans le logement. Oui, dans le bâtiment, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est omnibulé par le logement. La question du tertiaire et des équipements publics, pour moi, c'est une des questions majeures. Et ce n'est pas la même économie. Parce que vous savez, décarbonation, est-ce qu'on peut commencer par décarboner l'ensemble des équipements publics, tous les équipements municipaux? Voilà. Ça veut dire école, salle de sport. Et ça, c'est dans la RE 2020 ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que décarboner sur la question du bâtiment, donc on parle bien du bâtiment. Donc, c'est ça qui est colossal. En fait, la marche, elle n'est pas sur la construction neuve. On va arriver à faire des trucs super intelligents et avoir des immeubles qui vivent mieux et tout ça. C'est un petit pourcentage. C'est un petit pourcentage et il est important parce que c'est aussi là qu'on peut, y compris, travailler l'innovation. Mais le gros sujet de la décarbonation, c'est tout le reste. Et donc, ça veut dire comment on change les systèmes de chauffage, comment on amène dans des immeubles pas très bien conçus, comment on fait, quoi. Et là-dessus,
En fait, l'énergie, elle n'est pas totalement là-dessus aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a à la fois une urgence et puis on comprend les interrogations des uns et des autres parce que ça oblige tout ça aussi à changer, à évoluer, à se former, à faire bouger les métiers. Parce que là, on est en train de poser la question, finalement, pour revenir au débat, c'est en quoi la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable, hein, c'est le thème du débat, mais évidemment, il fallait ajuster un peu et comprendre ce qu'il y avait derrière cette réglementation. Mais voilà, on a envie de se dire, d'un côté, il y a une urgence et de l'autre côté, on comprend bien vos interrogations. Mais disons qu'il y a aussi, vous savez, vous parliez des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui ce que veut dire 2020. Mais dans plein d'entreprises du logement, du bâtiment, c'est quoi le bas carbone? Enfin, sincèrement, on a un enjeu de formation, mais y compris pour nos dirigeants. Hein. Enfin, moi, je crois que je suis à peu près formée, mais c'est pas du tout pour être insultante, c'est que je pense que c'est une nouvelle manière de penser. On regarde autrement l'empreinte des bâtiments. Donc, ça, évidemment que ça change tout. Ça va changer chez les bailleurs sociaux, ça change leur plan de patrimoine, ça change leur négociation avec les différents industriels. Enfin, ça change plein de choses. Et donc, on a quand même une culture à amener. La culture du bas carbone, c'est pas la même chose. La culture de la sobriété, elle est déjà là depuis un moment parce que la RT 2012 avait amené beaucoup de choses, mais le bas carbone, ça n'a rien à voir. Et en plus, on est en train, plus les bilans carbone à l'échelle de l'entreprise, etc. Donc, on est en train de changer complètement de paradigme. Donc, c'est une marche très importante à faire, mais le problème, c'est que quand une marche est trop haute, vous tombez dans l'escalier. C'est un peu ça le sujet. Hein. Je m'excuse de cette image un peu... Non, mais vous savez, moi, quand j'ai fait E+C-, c'est ce que m'ont dit des gens qui m'ont très bien conseillé à l'époque, dont je me rappelle très bien Alain Mogard, qui m'avait dit « Il faut que tu fasses des marches qu'on est capable de franchir. Sinon, on n'y arrivera jamais. » Et je pense qu'il avait raison. Cette image, elle est très simple, mais il faut toujours monter et ne pas chuter. Donc, c'est pour ça aussi que ça demande beaucoup de finesse et d'ajustement. Et expérimenter surtout. C'est expérimenter parce que, on l'a dit, ce qui nous est proposé, c'est une révolution encore française, puisqu'on est à la tête du mondial au niveau des normes. Et donc là... Oui, on parlait je crois, le sujet un peu sensible d'ACV dynamique. Oui, exactement. On va rentrer directement là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est proposé. Même il y a un problème avec l'Europe. J'ai entendu tout à l'heure Emmanuel Vargon, ce qui est vrai. On veut faire des choses. Oui, parce qu'il y a plusieurs pays, de toute façon, qui ne sont pas. Je crois que le délai de construction, de formation, d'acculturation du monde du bâtiment à de nouvelles normes, de nouvelles constructions, c'est pas tout à fait le même qu'au niveau électoral, si j'ai bien compris. Donc nous, on voit à 10, 15 ans, 20 ans, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir des résultats tout de suite, être spectaculaire. C'est pas possible, le bâtiment. C'est un gros bâtiment, oui, un gros paquebot, hein, c'est ça, oui, le lapsus. En fait, quand on met des normes, il faut des années pour que ça prenne. Mais vous l'avez entendu, Emmanuel Vargon a dit, il y a un moment, il va falloir qu'on fixe les choses parce qu'on ne peut pas discuter. On a expérimenté le +C-. On était en pleine expérimentation. Encore, mois de juin dernier, mois de juin dernier, quand on a eu un coup près total et qu'on nous a donné 15 jours pour nous consulter entre le 1er et le 15 août. J'exagère à peine. Mais bon, c'est du passé, n'en parlons plus. Aujourd'hui, on veut être ultra positif là-dessus. Les bâtiments publics, en fait, alors c'est autre chose, c'est la rénovation énergétique. C'est le plus gros chantier qui est devant nous. C'est le plus gros chantier. Il suffit d'aller dans quelques aussi ministères pour voir tout le boulot qu'il y a à faire. Alors Jean-Paul, vous pouvez réagir aussi. Ça, c'est exact. Non, mais sur le contenu carbone et la notion de carbone, les industriels, qu'ils soient de produits de construction, donc alors dans les produits de construction, ils ont les FDES, comme on dit, fiches descriptives environnementales et sanitaires. Nous, on a les PEP pour le génie climatique, profil environnemental, produit. Bon. Et on s'est lancé dans ces choses-là. C'est des ACV à l'échelle du produit. Ça, c'est une dimension que j'insiste toujours là-dessus. C'est les coûts induits par ça. Ce que ça coûte à élaborer. Oui, le fait de faire les fiches. Oui, c'est très coûteux. Parce que, et puis d'abord, on démarre. Mais on a peut-être besoin de zéro, aussi. Mais c'est une très bonne chose. Mais nous, ça fait 8 ans qu'on est sur le sujet et on commence à avoir des. Alors, comme on a des entreprises qui sont souvent de moyenne taille dans le génie climatique, voire des petites. Ils ne peuvent absolument pas financer tout seuls le profil environnemental de tous leurs équipements. C'est impossible. Donc, il faut travailler collectif. On fait des PEP collectifs et ça coûte des sous. Mais c'est long. Et puis, on essaye de travailler sérieusement. Mais si, brutalement, on vient nous dire qu'il faudrait que ces valeurs soient certifiées, là, on multiplie les coûts par 3. Alors, comment on fait? Oui, d'accord. Voilà. Mais alors, comment on fait à l'inverse? Parce qu'on a besoin aussi de données, on a besoin de savoir. Alors, les données, pour l'instant, on a des vérifications à dire de tiers, mais ça n'est pas des vraies certifications. Vous voyez, c'est déjà très, très bien. On est à dire de tiers, j'insiste là-dessus. On n'a pas fait n'importe quoi, quand même. Les FDES font la même chose que nous. Donc, on a travaillé. Mais tout ça, c'est long, c'est du temps. Et puis même,
Prenez, je vais pas donner de nom parce que sinon je vais me fâcher, mais imaginons une entreprise japonaise qui a une filiale en France qui vend des produits. On va lui dire, il faudrait faire un PEP pour vos produits que vous vendez en France. Et alors, le pauvre directeur général France, il se dit, bon, alors je vais aller à ma société mère au Japon ou en Corée pour leur expliquer il faut que je le fasse et il faudrait me donner plein d'informations sur les techniques de fabrication des produits et au niveau des sous-traitants, etc. Et il se fait regarder comme s'il venait de la planète Mars. Il faut quand même réaliser ça. Hein. C'est très compliqué. On est en avance, c'est une très bonne chose. Ça, je ne vais pas... mais pas trop, quoi. Faut éduquer les gens. Et c'est compliqué. Alors, progressivement, on y arrive, mais on ne va pas y arriver ex abrupto, comme ça. Quoi. Alors, je vais faire réagir Olivier Savon. Pour rebondir sur ce que tu disais, pardon. Vous connaissez, il n'y a pas de souci, sur le mode énergétique, est-ce que vous pouvez vous imaginer que toute une filière gaz, il y a 4 mois, a entendu, dans 6 mois, vous ne pouvez plus mettre une chaudière gaz dans une construction neuve d'habitation individuelle? Alors nous, déjà, je veux dire, professionnels, ça nous a énormément choqués, mais il y a une énorme industrie française sur le gaz, de fabrication, etc., avec des produits ultra performants. Ils ont été dans la recherche jusqu'à la chaudière à très, très haute performance énergétique, bien sûr. Bientôt, on va mettre des qualificatifs. Donc, du jour au lendemain, ce n'est pas simplement le bâtiment et le CVC qui a été touché, c'est l'ensemble d'une filière. Moi, j'ai reçu tous ces gens-là d'Uniclimat et tout ça, ils étaient choqués, quoi. Et derrière, on a quand même un fleuron qui est national, c'est GRDF, ex-Engie, qui a quand même fait des centaines, je ne suis pas du tout un commercial, mais qui a fait des centaines de millions d'investissements sur du gaz d'hiver, sur des méthanisations qui ont fait bosser des gens partout en ruralité, pour justement donner quelque chose de durable, d'écologique. Et aujourd'hui, on dit c'est fini, quoi. Donc, je veux dire, il y a tout un tas de choses où il faut aller... Il y a une nuance aussi entre gaz et gaz vert. Mais ça, le biogaz, en France, il y a encore, je crois, beaucoup de choses. Pareil de méthanisation, ça se développe, mais on a encore pas mal de Oui, mais il y a 4 mois, c'était interdit. On parle beaucoup d'hydrogène. Voilà. D'hydrogène, on n'a rien. Du biogaz, l'hydrogène, c'est le même sujet. Hein. Voilà. Il y a de l'hydrogène vert et de l'hydrogène gris. Hein. Exactement. Donc, l'hydrogène gris dégueulasse, excusez-moi, ça ne change rien au sujet. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Évidemment qu'il y a un conflit, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un conflit très fort chez nous entre le gaz et l'électrique. Et derrière, en effet, EDF, GRDF. Mais au-delà de ça, la question, c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a du gaz vert? Est-ce que ce sera possible? Il est prévu d'en avoir. Donc, la question, est-ce qu'on peut en avoir pour le logement et le bâtiment? Et sur l'hydrogène, qui est quelque chose d'assez fantastique, mais c'est pareil. Si on ne produit pas derrière du renouvelable et donc de l'hydrogène vert, ça ne marche pas. Hein. Oui, donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Oui, mais alors qu'on a une pépite en matière notamment de biogaz, mais où il y a des choses encore à développer. Et c'est vrai que ce que dit Olivier, c'est que c'est l'idée du coup près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'adaptation. Donc, évidemment qu'il y a des choses à changer, mais là, elles sont tombées très vite et pas concertées. Donc, je pense que voilà, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on est... c'est une réglementation moi, que j'aurais voulu extrêmement désirable. On aurait pu en fait la porter collectivement tous, mais pas. Enfin, là, on est toujours en train d'essayer d'obtenir des choses un peu plus, on va dire, justes. Alors, vous avez fait une allusion aussi, je voudrais parler dans ce débat aussi de la question du coût qui revient souvent. Vous l'avez évoqué, vous l'avez dit aussi. Moi, j'ai une vraie problématique dans cette RE 2020 sur la question du coût. Disons que le coût, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est que quand E+C- a été lancé, c'était notamment pour essayer d'expertiser les surcoûts par rapport à une opération RT 2012, moins 10, moins 20%. Et donc, on a commencé à créer une base de données en logement social, en parc privé, etc. Bon, cette base de données, je n'ai toujours pas compris où étaient les données, mais peut-être qu'elles sont arrivées au final à ceux qui les avaient déposées, parce que après, on me dit que c'est un surcoût de 15%. Alors, il ne faut pas me prendre quand même pour une idiote, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Et on ne sait pas, en fait, le chiffrer entre 5 et 30%. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a le coût des matériaux, il y a les coûts quand même, il y a de la formation derrière. Et puis moi, en tant que bailleur, je ne parle pas que du coût à l'investissement. Je veux la réponse sur le coût à la maintenance. Moi, je construis mes logements avec un plan de financement sur 60 ans et toute l'exploitation du bâtiment, les loyers, les maintenances et tout ça, ça va rentrer dans ma maquette financière. Et ça, vous ne l'avez pas, c'est très bon. Non, je ne sais même pas ce que je vais mettre comme chaudière dans mes logements. Donc, vous ne pouvez pas avoir la réponse. Excusez-moi, j'aurais un peu du mal à savoir aujourd'hui. Et la question, c'est, OK, s'il y a un surcoût et qu'on l'assume, qui le paye?
Moi, comme je ne vends pas des logements et que je les loue à des gens qui sont sous plafond de ressources, à un moment, soit c'est la dette qui le paye, soit c'est notre endettement, soit c'est de la subvention publique, soit c'est un crédit fiscal, mais voilà. Dans l'immobilier, ça sera qui? Ça sera l'acheteur, vous comprenez? Il y a quand même ce sujet-là. Et donc, comme en plus on est dans une période où en fait l'acte de construire est vraiment mis en difficulté. On a une chute des permis qui est un autre sujet, mais qui est dans un contexte vraiment très dur, où on a du mal à faire comprendre que même s'il faut rénover l'ensemble du parc de logements français, on doit faire du logement neuf dans beaucoup d'endroits pour loger des Français. Là, on est en train de préparer la crise quand même du logement de 2025 dans la situation actuelle. Donc, je ne vous cache pas que c'est tout ça, en fait, qui rend les choses compliquées. Et à la fin, voilà, moi, j'attends des réponses. C'est-à-dire que les plans on travaille, nous, les projets, comme tout le monde. On est tous en train de travailler les projets qui sortiront de terre dans 4 ans. Donc, on est bien obligé de poser ces questions-là. Alors, naïvement, hein, je vais peut-être poser la question. C'est vrai quand on parle notamment de rénovation énergétique, de faire des économies. D'un autre côté, on dit toujours oui, ça va peut-être représenter un surcoût, mais sur le long terme, il y a le fameux retour sur investissement qui va faire qu'on va s'y retrouver. Les gens dépenseront moins en matière d'énergie, etc. Cette problématique-là. Alors, je pense que si on ne parle que d'économie financière sur la réhabilitation, on se plante parce que déjà, personne ne sait quel coûte l'énergie à l'avenir. Donc, la question, en tout cas, l'électricité, ça risque d'augmenter. Hein, et par ailleurs, personnellement, je pense qu'il est temps que l'électricité soit à son juste prix. Oui. Ça, c'est un autre débat. C'est sûr qu'on n'est pas comme notre voisin allemand. Mais oui, mais c'est tout le débat. C'est qu'on a un prix vicié depuis le début, donc évidemment qu'il va augmenter. La question est de savoir, réhabiliter, c'est régénérer quand même le logement, le bâtiment. Voilà. Donc, c'est pas qu'une histoire d'économie. C'est qu'on redonne vie. Nous, on fait de la régénération, on redonne 100 ans à des bâtiments. Donc, c'est pareil pour de la maison individuelle. C'est améliorer la qualité du patrimoine. Il y a aussi des gens qui vont pouvoir derrière revendre leurs biens à un moment. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le carbone n'a pas vraiment de prix. Un jour, il en aura peut-être. Donc, de toute façon, c'est un ensemble de choses. Il y a évidemment les enjeux de la précarité énergétique, où là, très clairement, est massifié et quand même, l'ambition qui a été donnée par Emmanuel Vargon et Barbara Pompili est assez formidable de ce point de vue-là, parce que vraiment, on voit que ça bouge. On a un enjeu très clair. On a des tas de logements qui sont au-delà des classes F et G, sur lesquels, évidemment, il faut qu'on aille très vite. Mais ça c'est pas ça. Ça, on sait faire. On sait faire aujourd'hui. La question, c'est comment on bouge tout. Et vous voyez, chez certains bailleurs, aujourd'hui, il va falloir qu'ils rénovent 15 à 20% de leur logement en 8 ans. En fait, c'est beaucoup plus que... On fait pourtant beaucoup, mais là, l'accélération avec la loi climat, elle est massive. Hein. Alors, c'est bien, il y aura du travail pour les professionnels du bâtiment, mais ça pose pas mal de questions quand même. Alors, justement, globalement, c'est la question du coût. Voilà, on parle beaucoup de rénovation énergétique. Bon, c'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui, mais c'est vrai. Mais la rénovation énergétique, c'est 300 milliards. Donc, si on veut le faire sur 7 ans, oui, ça va faire du travail. Nous, on est prêts, hein, on va former, on aura ce qu'il faut. Mais c'est autre chose. Sur la RE 2020, le problème des coûts, le gouvernement a annoncé 3-4%. On voit bien qu'Emmanuel dit qu'entre 5, 15 ou 20 ou plus. Nous, on est plutôt aux environs de 10%. Si on devait appliquer exactement au niveau énergie, au niveau matériaux de construction, aux alentours de 10-15%. À affiner, et on va l'affiner au fur et à mesure, d'où les clauses de revoyure. Mais l'important sur la RE 2020, c'est que les primo-accédants, et je le répète, ou les investisseurs puissent acheter un logement. Et donc, s'il y a un surcoût de 10-15% tout de suite, là, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se produire ? Avec la crise du logement qui est là déjà depuis l'année dernière, cette année, j'espère maximum cette année et que l'année prochaine, on puisse reprendre au niveau de la construction des logements. Sinon, on va frôler les 300 000, sinon en dessous. Et là, ça sera catastrophique. On a des solutions, je l'ai encore dit tout à l'heure à la ministre du Logement, et des solutions réalistes. Donc là-dessus, il faut amener ces primo-accédants à vouloir construire leur petit pavillon au lieu où ils veulent aussi, confortablement sur le lieu où ils veulent. Et ensuite, voilà, aider les autres à investir, les bailleurs à investir pour loger des locataires. On a de la chance en France, hein, on a une progression, tout ce qui est progression sur les naissances. Donc en fait, on a de la migration aussi, interne, de la mobilité. Donc oui, il faut loger nos concitoyens d'une façon confortable. Ça, on sait le faire, mais ça va coûter cher, il faut des moyens derrière. Alors, je vais passer la parole à Jean-Paul Loin, mais il y a une question qui arrive, vous parliez de pavillons, donc nous sommes une collectivité, nous allons construire un 10 pavillons de 70 mètres carrés pour couples de personnes âgées. Notre enveloppe budgétaire doit être arrêtée prochainement avec les subventions qui s'y rattachent. Notre permis de construire sera disposé au mieux en octobre. Sur quelle base de RT devons-nous partir, sachant que nos budgets ne seront pas modifiables? Je pense que c'est compliqué de leur apporter une réponse. Vaut mieux déposer au plus vite possible, si je peux me permettre. Non, mais la question de l'incertitude, vous voyez. Oui, bien sûr. Incertitude, instabilité,
blocage. Donc aujourd'hui, c'est grave, parce que le blocage de permis de construire, on l'a dit, moins 35, il y a des besoins en moins logement, 35, il y a des besoins de logement, 1 million de logements, je dis souvent, c'est moi qui le dis, c'est la Fondation Abbé Pierre, ils le disent mieux que moi, et au niveau social, évidemment. Mais là-dessus, oui. Donc, complexité, blocage. Donc, malheureusement, il ne faut pas qu'on passe sous la barre des 300 000. Dans l'idéal, il faudrait qu'on soit à 450 000, 500 000 logements. Emmanuel le sait très bien. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que la RE commence en 2022, parce que, vous voyez, je vais vous dire, même janvier 2022 pourrait être un peu compliqué pour les permis déposés à ce moment-là. Je pense qu'en fait, il y aura des permis déposés jusqu'au 31 décembre, mais après, on va avoir un petit moment où les gens vont s'arrêter, malheureusement, parce qu'il y a un temps d'adaptation qui est très difficile. Après, c'est vrai que ça va obliger tout le monde à se poser des questions de la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire peut-être différemment aussi pour ça. Au-delà des exigences RE 2020, c'est qu'il va falloir que le coût soit lissé autrement. Donc peut-être qu'on fera aussi des choses plus intelligentes. Moi, alors plus que le mot construire durable, qui était l'objet du débat, c'est construire sobre, on va dire peut-être. Non, construire durable, moi c'est très important. Mais justement, quand vous construisez durable, vous construisez sobrement aussi. Vous réfléchissez mieux à comment vous faites une consommation foncière limitée. Il y a plein de choses intéressantes à regarder. Mais donc non, ça c'est un enjeu essentiel. Il faut aussi comprendre que pour certains territoires, parfois le programme de construction va être de seulement 10 logements, mais il peut changer tout dans une commune, en termes d'attractivité, de maintien de population. Donc, vous voyez, c'est pas que le volume. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on continue à rappeler, c'est que on doit être capable de faire pour 2 constructions ou pour 500 logements la même exigence, mais de manière intelligente. Jean-Paul Ouin, la bascule, pour la question qui était posée à l'instant, faut effectivement travailler en sifflet. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points qui a été modifié récemment par la ministre. On leur a dit, mais attendez, s'il y a des lotissements, là, si on démarre au 1er janvier, mais mon lotissement, j'ai déjà commencé à le travailler il y a 18 mois, j'ai déjà la desserte gaz. Alors, vous êtes gentil, j'ai déjà fait des tranchées, des machins, il y a des tuyaux partout. Ah bah oui, vous pourrez quand même. Ah bon, alors ça va. On l'a obtenu, ça. Voilà. En fait, c'est le sifflet. C'est les étapes, les marches évoquées par Emmanuel Cos. C'est les marches. Et puis, il faut travailler en sifflet. Il faut travailler progressivement dans la même direction. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Ça a été obtenu. Mais... C'est un exemple concret. Voilà. À partir du moment où un lotissement était déjà alimenté en gaz ou allait potentiellement dans les semaines et les mois, mais évidemment, on pouvait installer des chaudières gaz, vraiment avoir la très haute performance énergétique, qui consomment très très peu, on le sait très bien dans les logements et tout ça. Donc ça aussi, c'est une avancée hyper concrète. Vous imaginez, tous ceux qui avaient déjà quasiment le permis de construire posé, ils se posaient des questions, aujourd'hui ils peuvent l'avancer. Allez, un dernier tour de table, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, peut-être en conclusion de cette question, parce que la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable? Il faut déjà qu'elle soit bien définie. Voilà, c'est ça, c'est dès qu'on sera sûr de ce qu'il y a dedans, elle pourra construire durable, oui. Et est-ce qu'elle va dans la bonne direction? Oui, voilà. Mais il faut des ajustements et des étapes. Oui, Olivier Salleran. La réponse est claire, oui. Clause de revoyure, échange, dialogue et surtout réalisme avec les professionnels du bâtiment. Et pragmatisme, on l'a bien entendu. Emmanuel Cos. Je dirais également oui, évidemment qu'on peut construire durable, mais c'est pas que la réglementation qui va nous emmener à le faire. Donc moi, je pense que de toute façon, construire durable et avoir cette pensée-là dans l'ensemble de nos projets, c'est ça qui est essentiel. Parce que cette réglementation, demain, elle peut tomber pour X raisons qui ne m'appartiennent pas, et il faudra quand même qu'on ait l'ambition. Donc je pense qu'il faut pas se tromper non plus de direction. Et en tout cas, on a bien compris, il faut vraiment dialoguer et d'une façon de faire bouger les lignes. Merci à vous, Emmanuel Cos, présidente de l'USH, à Olivier Salleran, président de la FFB, et Jean-Paul Ouin, délégué général Uniclimat. Donc, tous les mois, nous aurons comme ça un grand dossier sur les sujets d'actualité. On va marquer une courte pause et puis on poursuivra avec une nouvelle séquence qui est consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. On sait à quel point les territoires sont engagés sur cette question-là et on va partir du côté de la région Grand Est dans un court instant.